On est de retour. Et on va de ce pas rejoindre notre chroniqueur, professeur au George Mason University et économiste senior à l'Institut économique de Montréal, Monsieur Vincent Geloso. Comment ça va? Très bien. Ah, écoute, c'est la saison des pommes, mais c'est aussi la saison des Nobel, présentement. On va jaser oui. Parce que hier, faut comprendre, moi et Vincent, on est des gens occupés, hein, fait qu'on perd pas beaucoup de temps à se parler. Et quand je demande les sujets à Vincent, des fois, j'ai besoin d'une petite précision. Il me dit Nobel. C'est simple comme ça. Short and sweet. Je suis un homme simple. Ah oui, en surface, très simple. Faut creuser un peu pour voir le reste. Mais c'est parce que, écoute, puis là, moi, Puis là, tu me dis, ben oui, Nobel d'économie, ça a été nommé hier. Ben oui, mais c'est parce que là, nous, le prix Nobel, Vincent, faut-tu comprendre que pour nous, simples mortels, c'est juste le Nobel de la paix qui compte. Depuis 2-3 ans, c'est juste ça qu'on regarde. Je comprends, mais moi, je veux vous dire que celui d'économie, c'est le plus important. Ben, tous les prix Nobel. Je pense que bien c'est sûr pas que tort. bien sûr que je vais dire ça, mais cette année, je suis particulièrement content de celui de cette année. Ça a été donné à 3 personnes. La moitié du prix va à un homme qui s'appelle Joël Mokyr et l'autre moitié est divisée en 2 entre Peter Howitt et Philippe Aghion. Et ces 3 personnes-là, la manière que tu peux résumer ce qu'ils disent, c'est que l'innovation est tellement importante et qu'il faut avoir un environnement qui est sans permission pour l'innovation afin de pouvoir avoir de la croissance économique soutenue. Hey, Monsieur autres. Howitt, c'est un Canadien. Oui, Howitt est un Canadien. Il a été à McGill, je pense, étant une personne de l'Université de Montréal. Écoute, on peut pas être parfait. C'est dit, s'il y a des gens de McGill, je suis désolé, c'est réflectif comme comportement de ma part de devoir tapocher. Mais ce que les 2 derniers que j'ai mentionnés ont fait, c'est qu'ils ont remis sous une forme plus formelle, mais aussi testable, une idée qui venait d'un économiste qui s'appelait Joseph Schumpeter, qui disait qu'une économie, en fait, a besoin de ce qu'on appelle de la destruction créatrice. Tu as besoin de détruire d'anciens secteurs de l'économie en créant des nouveaux via l'innovation. L'innovation va détruire des anciens secteurs et la croissance économique se génère pas en ayant plus de machines, pas en ayant plus de travailleurs, c'est en ayant davantage d'idées et de nouvelles idées sur comment mieux produire et dont on réalloue, disons, des machines vers d'autres fins. Et là, on devient plus riche ainsi. Et tu as besoin de ce processus en anglais, le mot c'est churn, mais de roulement entre les secteurs de l'économie pour avoir de la croissance. Le reste, là, avoir plus de capital, c'est pas ça qui est important. C'est vraiment l'idée que tu dois avoir de la destruction créatrice. Et c'est incroyable que finalement, en fait, ces 2 personnes-là ont eu le prix pour ça. Expliqué comme ça, on le comprend, mais c'est-tu moi où le concept, l'exposé que tu viens de faire, c'est contre-intuitif pour l'humain. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression, au contraire, qu'on essaye toujours de protéger nos vieilles patentes, puis qu'on veut les étirer au max, puis ça devient quasiment une affaire culturelle, puis on peut pas perdre ça. Puis souvent, je me souviens qu'on faisait référence aux allumeurs de réverbères, que c'était une fatalité qu'un jour, avec l'avenue de l'électricité, l'industrie du réverbère ou du ferrage de chevaux ou allait disparaître. C'était comme une fatalité, mais on s'accroche. Puis j'ai l'impression qu'on a de la misère. Ça a l'air simple quand tu l'expliques comme ça. J'ai un feeling que pour l'humain, c'est pas évident d'accepter ça, de dire, regarde, ça a été ça pendant 50 ans, mais maintenant, pouf, on avance, on passe à autre chose. Bien, c'est vrai que c'est dur à accepter, mais en même temps, on s'attache un peu à ça, mais aussi c'est parce qu'en parlant de la croissance de cette manière-là, via la destruction créatrice, ils mettent l'accent sur pourquoi, en fait, des fois, il y a des malaises économiques que les gens ont à l'égard des changements. C'est parce que si c'est un nouveau secteur qui émerge, il faut que les travailleurs puissent aller dans le nouveau secteur qui a émergé quand ils quittent celui qui est en train de péricliter. Donc, il faut que tu puisses te déplacer entre les secteurs. Si tu as des frictions, les changements peuvent être plus difficile. Si c'est difficile pour l'équipement, pour les travailleurs de se réallouer entre industries. Et en faisant ça, ils expliquent non seulement, puis
sans entrer dans les mathématiques de la chose, c'est qu'ils nous ont donné une manière de pouvoir mesurer, tester l'importance des changements technologiques, mais aussi la vitesse à laquelle on peut s'adapter à ces changements-là. Et cette vitesse-là, par contre, c'est ce qui crée un peu la résistance que tu parles, parce que si moi, ma job, disons, demain matin, disparaît parce que l'intelligence artificielle est capable de me remplacer comme enseignant, ben, ça va pas me prendre 10 minutes de me requalifier, disons, pour devenir menuisier. Il faut que je prenne du temps. Pendant que je prends ce temps-là, je suis en train de consommer mon épargne, mais je suis peut-être aussi pas en train de travailler. Donc, je suis un peu plus pauvre. Il y a des conséquences de ça. Donc, c'est très important. Mais l'autre partie du prix Noël, parce que c'est les deux derniers que je t'ai mentionnés, celui qui a gagné la première moitié, parce que le prix peut être divisé en fonction de l'importance de la contribution. Celui qui a gagné la moitié du prix, Joël Moquet, lui, en fait, il a passé toute sa carrière. C'est un économiste qui fait de l'histoire. Et c'est un historien économique pur. Et il a commencé à regarder tous les grands épisodes de croissance économique et l'importance de l'innovation dans chacun d'entre eux. Et quand il décrit les processus d'innovation dans le passé, pas juste d'avoir des meilleures idées, mais comment recombiner des idées, comment observer d'autres personnes faire quelque chose. Puis là, tu dis, ben je vois lui faire X, mais si je change un petit peu X, je peux être encore plus productif que lui. Ce que tu as besoin pour ça, tout ce qu'il décrit, c'est ce que tu pourrais appeler, puis j'aime le terme en anglais, permissionless innovation. Tu as besoin d'environnements énormément permissifs pour avoir ce type de croissance-là, où est-ce que les gens peuvent communiquer entre eux des idées, peuvent échanger des idées, peuvent voir d'autres personnes appliquer des idées et de pouvoir essayer des nouvelles choses, de constamment expérimenter. Et lui, il l'a appliqué, par exemple, à la révolution industrielle, à l'émergence des Pays-Bas comme un pays qui est devenu riche très tôt au 17e siècle. Et il a appliqué à toute fin pratique une grande partie du modèle que les deux autres que je te mentionne avaient développé. Il l'a montré en termes de, pas juste une sorte d'abstraction théorique, mais qui a été dans les livres d'histoire, a collecté des données, a montré l'importance de ce processus d'innovation, de communication des idées, de diffusion des idées, comment c'est absolument important pour l'innovation, même si chaque chose individuellement a l'air petite, comment c'est crucial pour avoir de la croissance très rapide. C'est drôle, tu m'expliques ça. Pour moi, je pensais au Québec en même temps, puis ceci explique cela. Tu sais, quand tu me dis on a besoin d'un environnement extrêmement permissif pour laisser les... Puis là, je pense à notre productivité, je pense à notre économie ici au Québec, puis on dirait que j'ai tout compris. Tu sais, je me suis dit, ben Colin, c'est là, on le voit. Tu sais, quand c'est très, très restrictif, quand c'est pas dans un environnement permissif, ben tu vois ce que ça fait. C'est les gens se rabattent sur ce qu'ils ont, ils se ferment, puis la productivité arrête, puis c'est... Mais t'en veux-tu? Moi, ce que j'ai pensé quand j'ai vu ça, c'est que la même journée que c'est sorti, t'as eu le Howitt, celui qui est le Canadien des 3 prix Nobel. Ouais. Je pense que ça fait le 20e Canadien qui gagne un 20e ou 30e, j'ai oublié le chiffre, mais c'est le dernier Canadien qui a gagné un prix Nobel. C'est aussi un Québécois puisqu'il était à McGill. Ouais. Donc, tu sais, techniquement, c'est un Québécois de plus qui a gagné. Et c'est en même temps que la CAQ est en train de tapocher sur McGill avec la loi 96. Et tout ce que j'ai pensé, c'est à quel point tout le monde dans ces discussions-là essaye de dire, regarde, on aura moins d'innovation au Québec, mais j'avais envie de dire la chose qu'une autre littérature montre, c'est que les académiques vont aller, les gens qui font de la recherche fondamentale, puis que ce soit en économie ou que ce soit en chimie, en médecine, sont répondent très sensiblement au taux d'imposition. Parce que si tu veux avoir ce que j'appelais tantôt le permissionless innovation, la capacité de pouvoir se déplacer et d'essayer d'expérimenter des choses, il faut que tu donnes les fruits aussi aux gens qui essayent d'innover. Pourquoi est-ce que j'essaierais de déployer 10, 15, 20 ans de ma vie à faire de la recherche fondamentale s'il n'y a pas de bénéfices importants que je peux garder pour moi-même après impôt? Mais je ne vais pas aller dans ces endroits-là où est-ce que les bénéfices de ma recherche, je ne peux pas en avoir une bonne partie. Ben, je vais aller ailleurs. Mais il y a une littérature qui montre que, en fait, les gens répondent très bien à ça. Puis je ne pouvais pas m'empêcher de dire, ça, c'est le permissionless innovation. Si le Québec voulait avoir de la croissance de productivité à 2, 3, 4 % par année,
Il devrait créer un environnement qui attire les gens qui font de la recherche, attire les gens qui développent des nouvelles idées, des nouvelles pratiques, des choses que les compagnies peuvent adopter, des connaissances fondamentales qui peuvent ensuite être utilisées par des industries. Ben, le Québec décide d'avoir non seulement des politiques économiques qui découragent ça, mais en plus, il décide d'en rajouter avec des trucs comme la loi 96 qui tapent sur les quelques places que ça fonctionne. Et je pouvais pas m'empêcher de dire, ce prix Nobel-là arrive au meilleur moment pour montrer à quel point le Québec a un ensemble de politiques publiques absolument déprimant. Non, mais c'est vrai que c'est... Moi, j'ai fait... Aussitôt que tu t'es mis à parler, tu sais, de tuer les anciennes choses pour avancer, puis d'environnement permissif, je me dis, tabarnouche, on dirait que c'est un prix Nobel. On dirait que c'est un message pour le Québec. Regardez, là, suivez-nous, là. On a trouvé des choses, là. Écoutez ce qu'on a à dire, parce que, écoute, c'est un message de détresse de l'humanité envers le Québec, carrément. Ah, écoute, je peux pas dire le contraire de ça. Puis je vais en rajouter. C'est important pour la croissance économique, pour le développement, de laisser les gens essayer des choses. Et aussi, parce que là, tu peux dire qu'il y a des règles qui leur interdisent de faire des choses, mais il faut aussi que tu leur donnes des incitations à le faire. Si tu me dis que mon taux d'impôt est de... Je vais exagérer ici, c'est pas le chiffre pour le Québec, mais disons que le dernier dollar que je gagne t'en taxe 75 %. Ouais. Pourquoi est-ce que je ferais un effort additionnel? Pourquoi est-ce que j'essaierais de passer du temps à développer une nouvelle technique si je peux juste garder un quart des fruits de mon effort additionnel? Puis en plus, on va te dire, puis by the way, t'as pas le droit de parler en anglais, c'est ton lieu de travail. Ben en plus, surtout que, puis ça, c'est une des choses, écoute, tu peux pas t'imaginer le nombre de liens qui vient avec les trucs. Moquet, qui a gagné le Nobel, une des choses qu'il a travaillé, c'était ce qu'on appelle, lui, ce qu'il appelle la République des lettres. C'est-à-dire que les gens, à travers l'Europe, s'échangeaient des connaissances scientifiques au 17e puis au 18e siècle, notamment via beaucoup de correspondances, mais aussi via des sociétés scientifiques et la publication de livres. Et ce qui est intéressant, ce qu'il soulignait, c'est que souvent, en fait, la communication se faisait dans un langage universel que tout le monde comprenait à l'époque, prédominément le français, parfois l'anglais, mais que tu avais une diffusion des idées via un langage commun. Ouais. Mais les universités, présentement, moi, je suis un francophone, je m'exprime dans ma recherche en anglais parce que je veux parler avec d'autres chercheurs. Ouais. Je veux pouvoir accumuler des nouvelles idées, de tapocher sur des institutions comme McGill, parce que l'utilisation de l'anglais se fait là dans une grande proportion, mais c'est de s'attaquer. Même si je comprends la motivation nationaliste qui est derrière de la protection de l'identité québécoise, il faut comprendre le coût qui vient avec. Le coût qui vient avec, c'est qu'on continue de tapocher sur ce qui permet la diffusion des innovations, ce qui permet le développement de nouvelles innovations. Et là, je vais faire une grande mention pour tous les nationalistes québécois, si M. Legault voulait vraiment se donner le luxe d'avoir des lois comme la loi 96, il peut pas se le permettre avec des lois fiscales qui taxent massivement. Ouais. Parce que là, tu choix. combines un paquet de facteurs négatifs. Alors, soit tu choisis des politiques économiques absolument merdiques, celles qu'on a présentement avec des hauts taux de taxation et de la haute réglementation, et tu fais pas de loi sur la langue. Le français, la langue qui s'applique la loi 96 pour les universités, ou tu décides tout simplement de dire, ben, on taxe moins, on a moins de dépenses publiques, on a un État qui est plus svelte, on réglemente moins, puis là, on peut se permettre le luxe de la loi 96 parce que ça va pas avoir un effet déterrant particulièrement problématique. C'est parce qu'on décuple avec des lois, avec des politiques économiques merdiques, l'effet de la loi 96. On est en train de tuer un peu, avec des choses comme ça, le climat de permissionless innovation. C'est vraiment triste à quel point on est en train d'adopter des politiques, je répète le terme, merdiques. À plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Merci, c'est vraiment intéressant. Mais tu le sais, hein, que les vrais Québécois vont te le dire, là, c'est parce que t'aimes pas le français. C'est pour ça que t'écris en anglais. Bon, c'est écoute, dit. il y a plus de Québécois en exil dans les universités américaines qu'il y a de Québécois dans les universités québécoises. Si c'était des vrais Québécois, pas... là, ils viendraient travailler en français au Québec. Mais c'est dur quand la différence de salaire net, c'est du 3 pour 1, puis c'est pas un chiffre fictif. Okay, arrête. C'est bon, merci Vincent.
fait plaisir. Salut!